La destination touristique Noabalène-Doki vaut son pesant d'or. Le parc existe depuis 1993. Cette zone est un joyau vraiment. Il y a beaucoup de valeurs de conservation à protéger dans cette zone. Sa mise en valeur pourrait contribuer sensiblement à améliorer l'offre touristique congolaise. Le ministère du Tourisme est en train de lancer un grand projet qu'ils appellent Destination Congo, donc une activité fortement touristique. Comment il faut développer cela? En tout cas, plusieurs atouts jouent en sa faveur. Le site est l'une des 3 composantes du trinational de la Sangha. Nous sommes donc dans un parc national. Noabalène-Doki fait partie du TNS, le trinational Sangha. Un site patrimoine mondial pour l'humanité. WCS, l'une des ONG internationales les plus réputées dans le domaine de la conservation, se charge de sa préservation et de l'organisation d'une certaine activité touristique. Avec le gouvernement et donc avec le ministère des Eaux et Forêts, on a créé un partenariat public-privé qui est fonctionnel depuis 2014. Ce qui fait qu'on a pris en charge l'unité de gestion du parc. Notre rôle en matière de tourisme, c'est de promouvoir et de concevoir des produits touristiques. Le gouvernement congolais a investi en infrastructures qui en facilitent l'accès. La ville de Ouesso et la localité de Pokola, situées sur son tracé, sont accessibles par avion et les 800 km de route qui séparent Ouesso de Brazzaville sur la nationale numéro 2 sont entièrement couvertes d'asphalte. Dans le but de cerner les aspects qui peuvent contribuer à la valorisation de cette destination touristique, une mission du bureau de l'UNESCO de Brazzaville s'est rendue à Ouesso dans le département de la Sangha. Et on aurait bien besoin d'avoir un certain nombre d'informations sur les activités de conservation qui se font dans la zone, les activités touristiques, en fait les actions, je ne parle pas des activités, mais les actions qui sont conduites. Il y a aussi comment est-ce que les populations arrivent à accepter, de partager plutôt et de contribuer à la conservation de cette biodiversité. À l'issue d'une série d'échanges avec les agents du ministère de l'économie forestière et ceux du bureau local de WCS à Ouesso, la mission est persuadée de la nécessité de se rendre aux portes du parc national de Noabalène-Doki, plus précisément à Bomassa, une station située à 200 km de Ouesso. Le voyage commence par la traversée de la Sangha sur un bac et se poursuit en voiture sur une route de terre bien entretenue et en grande partie couverte de latérite. Après 3 heures de route, le groupe d'experts de l'UNESCO atteint Bomassa. Le comité d'accueil est composé de l'équipe de WCS et d'un invité surprise. Il y a un éléphant qui est juste là dans le camp. Donc peut-être ça peut être... Oui, on peut aller voir. Il aime l'arbre là. Et puis il y a une arbre de ficus. Et il y a les fruits qui tombent. Il aime ça beaucoup. Il est un peu habitué avec la présence des humains. Donc il n'est pas peur de nous. Donc il vient de manger le fruit que le singe fait tomber de l'arbre. Je ne sais pas si peut-être on peut passer par le bureau du directeur du parc, parce que ça peut être bon pour rencontrer les directeurs et peut-être vous avez encore des questions pour lui. Oui. Pendant près d'1 heure, le groupe d'experts est reçu par le directeur du parc. Un échange fructueux et plein de leçons. Bon, si on parle de tourisme, c'est tout un secteur en fait, et ça ne dépend pas uniquement du parc, mais nous, en tant qu'unité de gestion du parc, on est responsable justement de développer un produit touristique. Absolument. Grâce à cet échange, le groupe d'experts de l'UNESCO a pu identifier au moins 3 potentialités à exploiter. Le principal potentiel touristique du parc national de Noabalène-Doki repose sur sa richesse faunique. On a des groupes qui sont habitués depuis une quinzaine d'années, donc ils sont très habitués à la présence humaine. Ils ne sont absolument pas farouches.
Cette richesse est faite d'espèces animales variées telles que les éléphants, les chimpanzés, les antilopes, que les touristes peuvent découvrir grâce à un circuit touristique qui comprend 2 à 3 heures de marche pour atteindre le site de gorilles de Mondika. Vous avez l'occasion ici de voir les gorilles à quelques mètres. Ça, c'est l'attrait principal, je vais dire, pour les visiteurs étrangers et même les personnes résidentes à Brazzaville, par exemple, pour venir voir et visiter le parc national Nwabale-Ndoki. Au moins un jour pour voir buffles, éléphants et crocodiles du site de Wali. Le bail de Wali n'est pas dans le parc, mais il fait partie justement de ce qu'on essaie de promouvoir, qui est le tourisme communautaire. Et 2 jours au moins pour visiter les gorilles, les éléphants ainsi que d'autres animaux du bail de Mbeli. Le bail de Mbeli qui offre une vision sur un écosystème qui est très particulier justement du milieu forestier, que ce sont les bails, donc ces clairières forestières. Le deuxième potentiel touristique de Nwabale-Ndoki est l'intérêt scientifique des pratiques et du savoir-faire traditionnel des populations riveraines, tels que le pistage des éléphants et la pharmacopée. Le troisième potentiel est l'existence de ressources naturelles indispensables au développement de l'artisanat. La revente aux touristes des produits issus de la poterie, du tissage, de la sculpture, de la vannerie, etc. est une activité génératrice de revenus qui peut permettre aux populations riveraines d'augmenter leur pouvoir d'achat. Pour que ces potentialités soient exploitées convenablement, la mission a mis en évidence 4 défis majeurs. Le premier défi est celui de la définition des conditions particulières d'accès des touristes à la réserve de Nwabale-Ndoki. Le deuxième défi à relever est lié à la capacité d'investir en infrastructures d'accueil. La capacité actuelle d'accueil des groupes de touristes à la station de Bomassa est limitée à 200 touristes par an. Le parc n'a pas les infrastructures hôtelières qui permettraient un tourisme de plus grande ampleur. Pour l'instant, donc, on se limite à des petits groupes, donc de moins de 10 personnes de toute façon. Dans les années passées, une année de bon montant de touristes, c'est 200 visiteurs par année. Ouais, maintenant, nous sommes presque à 60. Pour faire face à la demande de plus en plus croissante, un important investissement en infrastructures pour le tourisme de luxe et pour le tourisme communautaire est à envisager. D'un côté, nous avons un tourisme, on va dire, de luxe, avec des clients étrangers, internationaux, qui ont des demandes très particulières et pour lesquelles il faut être un professionnel du tourisme pour pouvoir gérer. Par ailleurs, ici, nous sommes au Congo, il y a des nationaux, il y a des étrangers résidant au Congo, il y a un certain nombre de personnes qui vont aussi vouloir visiter le parc, mais dans des conditions un peu moins luxueuses que les premiers clients dont je vous ai parlé. Et pour cela, nous optons pour une stratégie de tourisme communautaire. Le troisième défi à relever est relatif à l'amélioration de la communication pour attirer les tours opérateurs. En l'absence des tours opérateurs, c'est WCS qui sert d'interlocuteur aux touristes étrangers. Cette année-là, on a fermé le tourisme pour une année. Puis, à le commencement de 2017, on a décidé de commencer avec le tourisme, mais à un niveau un peu plus bas. Le troisième grand défi consiste donc à convaincre les principaux tours opérateurs nationaux pour qu'ils intègrent la destination Nwabale-Ndoki dans les circuits proposés aux touristes potentiels vivant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congo. Et notre stratégie en matière de tourisme va dépendre justement d'opérateurs privés que nous allons pouvoir identifier. Le quatrième défi à relever consiste à sensibiliser et à appuyer le développement communautaire local pour une meilleure participation des communautés locales à la conservation de la biodiversité. Il y a plusieurs villages, mais il y a 2 villages qui sont considérés comme des villages traditionnels et riverains du parc. Le premier, c'est le village de Bomassa que vous avez traversé en arrivant, et le deuxième, c'est le village de Macao.
Pour endiguer la pression anthropique sur les écosystèmes et favoriser le développement économique du département de la Sangha, les communautés locales ont besoin de connaître les opportunités qui s'offrent à elles d'améliorer leurs conditions de vie. Nous voyons la génération future ici à Bomassa et on se demande, ces jeunes-là, est-ce qu'ils vont vouloir sortir de Bomassa, aller en ville? Notre idée, c'est de pouvoir faire en sorte que cette génération qui vient là puisse envisager un futur dans leur village. Elles ont aussi besoin d'être accompagnées dans le développement et la promotion de leurs produits par la formation, par l'appui matériel et financier dans les domaines du tourisme, notamment la gestion des touristes. On pourrait imaginer qu'il y ait un camping communautaire, avec un restaurant communautaire, des zones de plantation communautaire qui alimenteront le restaurant. Et à travers ça, nous, on aurait de multiples occasions de former des personnes qui sont intéressées. De tout ce que nous avons vu, entendu, avec les échanges qu'on a eu avec les autorités locales et ceux qui assurent la conservation du parc Nord-Balai Ndoki, il n'y a rien de nouveau. Il y a le plan d'action de Lima qui donne le maximum d'indicateurs pour la valorisation des réserves de biosphère. Ce document, normalement, devrait servir de référence pour l'élaboration des stratégies et des plans nationaux, car il développe les aspects de réduction des pertes de biodiversité et des aspects écologiques et socio-économiques par la recherche et l'action.